C'est bien, ça c'est illégal ce que je vais faire. C'est illégal, oui. C'est illégal, je vais le faire quand même. Ici, on fout en tour, je n'ai rien à cirer. Voici le dernier moment de Serge Gainsbourg. Un matin gris du mois de mars, dans l'appartement étroit du 5 bis rue de Verneuil, une lumière tamisée glisse sur les murs couverts de tableaux, de livres entassés et de souvenirs figés. Le silence est étrange, pas celui des grandes fins tragiques, mais un silence dense, usé, habité. Le corps de Serge est là, allongé sur le canapé du salon. Il ne dort pas, il ne bouge plus. À quelques centimètres, un verre vide repose sur la table basse. La télévision reste allumée, sans son, comme pour faire semblant que la vie continue encore un peu. Il est environ 10 heures du matin. Bambou, sa compagne, entre dans la pièce, et tout s'arrête. L'homme qui a bouleversé la chanson française vient de quitter la scène, sans bruit, sans discours, sans adieu. Ce que personne ne dira à ce moment-là, c'est que ce départ n'était pas seulement celui d'un corps fatigué. C'était l'aboutissement d'un long effritement, une disparition à petit feu orchestrée dans l'indifférence générale. Car depuis plusieurs années déjà, Serge Gainsbourg ne chantait plus vraiment. Il apparaissait parfois à la télévision, les traits tirés, la voix pâteuse, les yeux noyés. On riait de ses débordements, on rediffusait ses provocations, mais plus personne ne semblait entendre ce que son regard criait en silence. Il était épuisé, éteint, et personne n'a su ou voulu tendre la main. Dans l'imaginaire collectif, Serge reste ce poète provocateur, ce génie scandaleux qui a brûlé les règles du bon goût et bouleversé la musique populaire. On se souvient de ses tubes sensuels, de ses paroles à double sens, de ses amours légendaires, de ses phrases chocs. On se souvient aussi de sa voix rauque, de ses cigarettes inépuisables, de son humour noir. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'il n'était pas seulement un artiste, il était un homme. Et cet homme-là, derrière les lunettes fumées et la fumée bleutée des gitanes, souffrait depuis longtemps. Les dernières années de sa vie, Serge ne les a pas passées dans les studios, mais dans les silences. Son appartement était devenu un mausolée avant l'heure, un sanctuaire où les rideaux restaient tirés même en plein jour, où les bouteilles vides remplaçaient les partitions, où la solitude remplaçait la scène. Il ne recevait presque plus. Seuls quelques proches. Et encore, il écrivait, paraît-il. Mais surtout, il se taisait. Il regardait le monde passer sans lui, dans un Paris qui avait changé, dans une France qui ne savait plus vraiment que faire de lui. Alors, que s'est-il vraiment passé ce 2 mars 1991 ? Pourquoi cet homme, adulé et redouté à la fois, s'est-il effondré sans que personne ne s'en étonne ? Était-ce un simple arrêt du cœur ? Ou bien le résultat d'un abandon plus profond ? Et si ce dernier souffle n'était pas une fin, mais une réponse silencieuse à des décennies de malentendus, d'hypocrisie et de douleurs enfouies ? Dans cette vidéo, nous allons vous raconter l'histoire de ce dernier instant, mais surtout ce qu'il signifie. Car au fond, la mort de Serge Gainsbourg ne réside pas dans une date ni dans un lieu. Elle se cache dans les silences qu'on n'a pas su écouter, dans les excès qu'on a applaudis sans comprendre, dans les confessions étouffées par le bruit des projecteurs. Nous vous emmènerons là où tout a commencé, là où tout s'est fissuré, là où l'homme a perdu pied, pendant que le mythe prenait toute la place. Nous parlerons de ses amours trop grandes, de ses gestes trop lourds, de ses mots trop justes, de l'enfant juif caché devenu provocateur génial, du poète lucide qui se rêvait mort jeune, mais qui a dû vieillir sous les yeux d'un public qui ne voyait plus que la caricature. Et nous vous révélerons ce que personne n'a osé dire sur sa disparition, ce cri silencieux qu'il a laissé derrière lui et que peu ont entendu. Car Serge n'est pas parti brutalement. Il s'est éteint comme il a vécu, en résistant, en s'auto-détruisant doucement, comme un acte artistique à part entière. Il disait souvent qu'il ne ferait pas de vieux os. Il en avait 62. Et même s'il avait encore 1000 choses à dire, il avait depuis longtemps cessé d'être écouté. Alors, entre les murs du 5 bis rue de Verneuil, dans cette maison désormais transformée en musée, une question reste suspendue. Qui était vraiment Serge Gainsbourg dans ses derniers jours ? Un homme vaincu ou un artiste qui a orchestré son propre effacement ? Un père inquiet, un amant fatigué ou un poète lucide face à sa fin ? Voici ce que nous allons tenter de comprendre. Voici le dernier moment de Serge Gainsbourg. Avant de devenir Serge Gainsbourg, il s'appelait Lucien Gainsbourg. Né un 2 avril 1928,
Dans le 17e arrondissement de Paris, il est le fils d'un couple de musiciens juifs fuyant les pogroms d'Ukraine. Son père, Joseph, était pianiste. Sa mère, Olga, rêvait d'une vie stable pour ses enfants, loin du chaos qu'ils avaient connu à Odessa. Très tôt, la musique imprègne son quotidien, mais pas comme un jeu, plutôt comme une discipline, presque une obligation silencieuse. Et déjà, l'enfant ressent ce poids qu'il portera toute sa vie, celui de ne jamais être tout à fait à sa place. Pendant la guerre, tout bascule. La France de Vichy oblige les Juifs à porter l'étoile jaune. Lucien devient un enfant traqué. Avec sa famille, il se cache, change de nom, fuit Paris pour Limoges. Ce passage dans l'ombre le marquera à jamais. Dans ses textes, dans ses silences, dans sa manière de fuir les étiquettes. Il dira plus tard qu'il ne s'est jamais senti français, ni juif, ni vraiment homme. Juste un imposteur permanent, un survivant dans un monde qui ne voulait pas de lui. Ce rejet intime, invisible, est au cœur de toute son œuvre. Après la guerre, il s'essaye à la peinture, aux beaux-arts, puis au piano de bar. Il fréquente les cabarets, compose des morceaux pour d'autres, chante d'abord à contre-cœur. Sa voix grave, désabusée, ses mots cyniques ne plaisent pas au grand public, trop sombres, trop crus. Mais certains critiques le remarquent. Ils voient en lui un styliste de l'ombre, un orfèvre du verbe. Dans les années 50, il sort ses premiers albums. Un jazz noir, littéraire, influencé par Boris Vian et traversé d'ironie. Mais le vrai tournant arrive dans les années 60. Avec Poupée de cire, Poupée de son, il gagne l'Eurovision pour la France sans que son nom soit prononcé. C'est France Gall qui chante. Elle est jeune, lumineuse, innocente. Et lui, dans l'ombre, insuffle déjà cette double lecture, ce trouble subtil entre le mignon et le malsain. 2 ans plus tard, avec Les Sucettes, il pousse encore plus loin. Une chanson pour enfants, en apparence, mais dont le double sens, sucré et sexuel, scandalise l'opinion dès que la vérité éclate. C'est le début d'une longue histoire d'amour et de haine entre Serge Gainsbourg et la France. Dès lors, il multiplie les collaborations avec les plus grandes. Juliette Gréco, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, Françoise Hardy. Mais c'est avec Brigitte Bardot qu'il touche au mythe. En 1967, ils vivent une passion fulgurante. Ensemble, ils enregistrent « Je t'aime, moi non plus », un gémissement musical, une déclaration charnelle et trouble. Mais Bardot, marié, exige que la chanson reste secrète. Quelques mois plus tard, Serge la réenregistre avec une nouvelle muse, Jane Birkin. Jane, l'actrice britannique aux grands yeux et à la voix fragile, devient sa compagne, sa muse, sa victime parfois. Leur duo fascine autant qu'il dérange. Ils vivent intensément, enregistrent des albums mythiques, tournent ensemble dans des films. Gainsbourg, entre-temps, continue de provoquer. Il flirte avec le rock, le funk, puis le reggae. En 1971, il publie « Histoire de Melody Nelson », une œuvre concept sombre et sulfureuse, narrant l'amour d'un homme mûr pour une jeune fille rousse. L'album est un échec commercial, mais devient culte pour les générations suivantes. Dans les années 70, Serge Gainsbourg est partout, dans la presse, à la télévision, sur les ondes. Il écrit pour tout le monde. Il choque, il fascine, il scandalise. Il devient un emblème, celui d'un homme libre, trop libre, qui ose dire tout haut ce que d'autres n'osent pas penser. Il brûle l'hymne national français en reggae, dans « Aux armes et Satra ». Il chante la décadence, l'alcool, le sexe, la mort. Mais derrière le génie, l'homme commence à s'effondrer. Le personnage de Gainsbourg prend alors toute la place. Un double autodestructeur, une caricature assumée, un monstre qu'il nourrit à chaque interview. L'alcool devient une armure. La cigarette, une extension de son âme. Il monte sur les plateaux télévisés, titubant, provoquant, parfois blessant. Et le public regarde, rite, s'indigne, mais reste accroché, comme s'il assistait à un suicide artistique en direct. Et pourtant, malgré tout cela, Serge Gainsbourg est aimé, par des millions, par des artistes, par ceux qui voient en lui plus qu'un provocateur.
Un homme qui disait la vérité, même sale, même nu. Un homme qui osait parler de la laideur, de la vieillesse, du désir interdit, du rejet. Et c'est peu. Être pour ça qu'il est resté si seul, à la fin. Parce qu'il ne savait plus faire semblant. Parce que le monde ne voulait plus entendre ce que ses chansons murmuraient depuis le début. Qu'il allait mal. Qu'il allait finir par se taire. À la fin des années 70, quelque chose se fracture en silence chez Serge Gainsbourg. L'artiste flamboyant, maître des mots et des sous-entendus, commence à se dissoudre dans son propre personnage. Il a 50 ans, mais déjà le visage d'un homme bien plus âgé. Le regard se brouille, la voix devient plus rocailleuse, le corps se replie sur lui-même. Il crée toujours, mais les chansons deviennent plus sombres, plus crues, comme si chaque texte était un cri étranglé dans la gorge. La presse, autrefois admirative, commence à parler de déclin. Lui, il s'en moque, ou du moins, il le prétend. Car derrière les provocations médiatiques, la fatigue s'installe. Une fatigue du cœur, de l'âme, que même l'alcool ne parvient plus à anesthésier. L'un des signes les plus évidents de cette bascule est son apparition de plus en plus fréquente à la télévision, ivre. Il ne s'en cache pas, il s'y livre même. Gainsbourg devient Gainsbar, ce double caricatural, pathétique parfois, qui dit tout haut ce que personne ne veut entendre. En 1986, dans l'émission de Michel Drucker, il se retrouve assis aux côtés de Whitney Houston. Il la regarde longuement, avec cette intensité troublante, avant de lâcher, en anglais. « I want to fuck her ». Le public est sidéré. Le malaise est palpable. L'animateur tente de désamorcer. Whitney Houston, elle, reste figée. Serge, lui, n'en démord pas. Il fume, il rit à demi, comme s'il n'était déjà plus là. Ce moment deviendra culte, mais pas pour les bonnes raisons. Ce n'est pas un dérapage isolé. C'est la conséquence d'une lente désagrégation. Depuis sa rupture avec Jane Birkin, en 1980, Serge Gainsbourg s'enfonce. Leur histoire d'amour avait tout d'un roman fiévreux. Passion, dispute, beauté, folie. Ensemble, ils avaient construit un monde parallèle. Quand elle le quitte, il ne se relève jamais vraiment. Il tente de reconstruire quelque chose avec Caroline Paulus, surnommée Bambou. Une autre muse, une autre jeunesse. Ils auront un fils, Lucien, qu'il appelle tendrement Lulu. Mais le cœur n'y est plus. Il aime, oui, mais il ne sait plus comment être aimé. Dans ses derniers albums, le malaise est partout. Dans Love on the Beat, il met en scène des fantasmes troubles, une sexualité frontale, presque dérangeante. Dans You're Under Arrest, il raconte l'histoire d'un homme arrêté pour avoir aimé une très jeune fille. Les critiques sont féroces, on l'accuse de déviance, de misogynie, de provocation gratuite. Lui répond qu'il ne fait que tendre un miroir à la société. Mais au fond, même lui ne sait plus très bien s'il provoque encore, ou s'il se confesse. Dans ses paroles, on sent la honte, la culpabilité, le désir de choquer, mais aussi celui d'être sauvé. Et personne ne le sauve. Parallèlement, son corps lâche. Déjà victime d'un infarctus en 1973, il vit sous surveillance médicale permanente. Mais il n'écoute aucun conseil. Il fume 2-3 paquets de gitane sans filtre par jour. Il boit dès le matin. Il dort peu. Son foie est endommagé, ses reins fatigués. Chaque apparition publique devient un petit miracle de survie. Et pourtant, il continue. Par orgueil, peut être. Par refus de disparaître sans bruit. Ou parce qu'il n'a jamais su vivre autrement. Les médecins lui parlent de greffe, de cure, de repos. Il répond par des blagues. Mais l'épuisement est là, constant, irrémédiable. Vers la fin de sa vie, Serge Gainsbourg se terre dans son appartement de la rue de Verneuil. Une maison devenue grotte, sanctuaire, tombe vivante. Les rideaux sont toujours tirés, les lumières tamisées, les murs recouverts de dessins, de souvenirs, de poussière. Il ne sort presque plus, il reçoit peu. Quelques fidèles, quelques journalistes triés sur le volet. Il écoute beaucoup de musique classique. Il relit Baudelaire, Apollinaire. Il enregistre parfois sa propre voix, seul, la nuit. Des monologues étranges que Bambou découvrira plus tard. Des confessions à peine articulées, des mots jetés dans le vide. Il écrit encore quelques textes, mais ne les envoie à personne.
comme s'il savait que tout était dit. Le dernier mois de sa vie est marqué par une lassitude plus forte que d'habitude. Bambou racontera plus tard qu'il dormait de plus en plus mal, qu'il parlait à voix basse dans son sommeil, qu'il se réveillait sans raison, le regard vide, incapable de dire où il était. Elle s'inquiète. Mais lui, comme toujours, minimise. Il dit qu'il va bien, qu'il est juste fatigué. Il a 62 ans, mais il en paraît 80. Le matin du 2 mars 1991, Bambou entre dans le salon. Serge est allongé sur le canapé. Il ne bouge pas, il ne respire plus. Le cœur a cédé, sans bruit, sans drame. Juste un corps affaissé dans un appartement figé dans le temps. Les secours arrivent trop tard. La nouvelle se répand comme une onde de choc. Gainsbourg est mort. La France est sidérée. On allume les radios. On rediffuse ses clips. On redécouvre ses interviews. Tout à coup, l'homme qu'on regardait comme un clown triste devient un monument. On pleure. On rend hommage. Et pourtant, quelques jours avant, tout le monde semblait l'avoir oublié. Ce contraste, cette hypocrisie silencieuse, peut être le dernier scandale de sa vie. Il est parti comme il a vécu, dans un mélange de bruit et de solitude. Pendant longtemps, on a pensé que Serge Gainsbourg contrôlait tout. Chaque geste, chaque mot, chaque provocation semblait calculé. Il donnait l'image d'un homme qui avait tout compris, qui jouait avec le feu sans jamais se brûler vraiment. Mais à mesure que les années passent, que les témoignages émergent, que les images d'archives refont surface, une vérité plus sombre s'impose. Il ne jouait pas, il se noyait, lentement, et personne ne l'a sorti de l'eau. Charlotte Gainsbourg, sa fille, en a parlé des années plus tard avec une pudeur bouleversante. Elle racontait un père aimant mais instable, tendre et terriblement fragile. Un homme qu'il adorait, mais qui ne savait pas vraiment comment être présent. Elle se souvenait de leurs promenades silencieuses, des éclats de rire suivis de silences plombés. « Mon père avait honte de lui-même », disait-elle. « Et pourtant, il m'a appris à ne jamais avoir honte de moi. » Cette phrase, à elle seule, résume l'absurde beauté de leur lien. Un homme brisé qui, malgré tout, a laissé une trace d'amour sincère dans le cœur de sa fille. Bambou, sa dernière compagne, a aussi brisé le silence. Elle se souvenait de ses insomnies, de ses cauchemars, de ses réveils en sursaut. Il parlait parfois dans son sommeil, évoquant des noms oubliés, des souvenirs flous, des regrets trop lourds. Parfois, elle le trouvait assis seul dans le salon, en pleine nuit, en train d'écrire ou d'enregistrer sa propre voix. Des cassettes demeuraient secrètes, posées sur une étagère, où Serge parlait de la mort, du vide, du besoin de disparaître. Elle ne les a jamais écoutées. Elle a dit « J'avais peur d'entendre ce qu'il ne disait jamais à voix haute. » Un détail revient dans plusieurs témoignages. Serge avait perdu goût à la musique. Les derniers temps, il n'écoutait presque plus rien, ni ses propres morceaux, ni ceux des autres. Il disait que tout avait déjà été dit, que la beauté l'ennuyait, que les mots n'avaient plus de pouvoir. Il se repliait sur la poésie, sur les classiques, sur des fragments de Rimbaud, de Baudelaire. Il lisait à voix basse, seul, dans l'obscurité, comme si la littérature était le dernier refuge d'un homme que la musique ne consolait plus. Le public, lui, ne voyait que la surface, et cette surface était devenue pénible à regarder. Les plateaux télévisés, les interviews malaisantes, les apparitions titubantes, tout cela faisait grimacer. Mais cela faisait aussi vendre. On l'invitait encore et encore, pour qu'il dérape, pour qu'il provoque, pour qu'il fasse le spectacle. Serge le savait, et il s'y prêtait. Il disait « Si je ne fais pas le clown, on ne m'écoute plus ». Derrière cette phrase, il y avait une immense tristesse, celle d'un homme qui avait troqué l'admiration contre la dérision, qui n'était plus un artiste, mais une attraction. Et puis, il y a cette image, cette photo prise quelques semaines avant sa mort. Serge, assis sur un fauteuil en cuir, le regard perdu, le visage creusé, les mains posées sur ses genoux. Rien n'est mis en scène. Pas de sourire, pas de pose, juste un corps fatigué et une âme absente. Cette photo n'a jamais été publiée dans les grands médias. Trop dure, trop réelle. Mais elle circule, discrètement, comme un secret partagé entre ceux qui l'aimaient vraiment. Elle dit tout ce que les mots ne peuvent plus dire. Elle dit «
Il était déjà parti bien avant de s'éteindre. Les jours qui ont suivi sa disparition ont été marqués par une vague d'hommages aussi sincères qu'hypocrites. Les radios ont diffusé ses chansons. Les journaux ont publié des nécrologies élogieuses. Certains qui l'avaient insulté à l'antenne ont soudain retrouvé du respect. Mais au fond, beaucoup savaient, savant encore, que Serge Gainsbourg est mort seul, dans une indifférence feutrée, après des années de descente sans filet, que ce n'est pas un arrêt cardiaque qui l'a emporté, mais une société qui l'a consommé jusqu'à l'épuisement. Une industrie qui l'a utilisé, puis oublié, quand il ne servait plus. Aujourd'hui encore, en entrant dans sa maison, celle du 5 bis rue de Verneuil, transformée en musée par sa fille, on sent ce silence. Pas celui de la paix, mais celui du manque. Les objets sont là. Les cendriers pleins, les bouteilles entamées, les carnets griffonnés. Rien n'a bougé. Comme si Serge allait réapparaître d'un instant à l'autre. Mais il n'y a que des visiteurs, émus, curieux, qui cherchent, dans chaque recoin, un fragment de vérité. Et ils repartent avec une certitude. Cet homme, derrière le mythe, n'a jamais été vraiment entendu. La vérité noire, c'est qu'il n'y a pas eu de chute spectaculaire, pas de scandale final, pas de dernier mot gravé dans la légende. Il y a eu un effacement progressif, une lente disparition que personne n'a voulu voir. Serge Gainsbourg est mort comme il a vécu les dernières années. Dans le flou, dans le doute, dans un monde trop bruyant pour entendre le murmure d'un homme qui souffrait. En revisitant les dernières années de Serge Gainsbourg, il est impossible de ne pas ressentir une forme de malaise. Pas seulement à cause de ses excès, de ses provocations ou de ses dérives, mais parce que, derrière la figure publique que tout le monde croyait connaître, se dessinait une détresse que nous avons tous choisi d'ignorer. Serge n'a jamais demandé qu'on le plaigne, mais il n'a jamais cessé d'envoyer des signaux, des appels à l'aide déguisés en performance. Et ces signaux, nous les avons applaudis. Nous les avons même encouragés, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus spectaculaires, juste douloureux. Chez les derniers moments, nous pensons que Gainsbourg est l'un des plus grands paradoxes de la culture française. Il a tout eu, le talent, la reconnaissance, l'amour du public, la liberté de créer. Et pourtant, il est mort comme un homme oublié. Pas au sens médiatique du terme, car les hommages ont afflué, mais au sens intime. Il est mort comme quelqu'un dont le monde a cessé d'écouter la vérité. Un homme qui, derrière le scandale, ne cessait de dire qu'il allait mal. Un poète en déclin, englouti par sa propre image, trahi parfois par ceux qui auraient dû l'entourer. Cela nous interroge profondément. Avons-nous transformé nos artistes en vitrines de souffrance, en icônes qu'on glorifie autant qu'on détruit? Sommes-nous complices d'une industrie qui ne pardonne ni la faiblesse, ni le silence, ni le droit de disparaître? À travers le destin de Serge Gainsbourg, c'est toute une époque que nous interrogeons. Une époque où l'autodestruction pouvait devenir un style, où la souffrance devenait un argument marketing. Et si l'on avait écouté autrement? Et si l'on avait osé voir l'homme derrière le monstre? Et vous, qu'en pensez-vous? Ce destin était-il inévitable, ou avons-nous tous, à notre manière, fermé les yeux sur une lente disparition? Était-ce la fin d'un artiste, ou celle d'un monde qui refuse d'entendre les cris quand ils ne font plus de bruit? Il y a des destins qui s'achèvent dans l'évidence, d'autres dans la lumière. Mais certains, plus rares, se terminent dans une forme d'effacement doux, presque imperceptible. La disparition de Serge Gainsbourg appartient à cette dernière catégorie. Il ne s'est pas éteint en pleine gloire, ni dans le fracas d'un dernier chef-d'œuvre. Il est parti comme une chanson qu'on oublie de finir, comme une cigarette laissée à moitié consumée dans un cendrier. Dans l'appartement de la rue de Verneuil, le silence qui a suivi n'était pas un vide. C'était une présence étrange, suspendue, comme si le temps lui-même avait accepté de ralentir pour lui dire adieu. Ce qui reste aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des disques, des images, des interviews. C'est une sensation, celle d'un homme qui n'a jamais vraiment trouvé sa place, même au sommet. Un artiste qui a tout dit, même l'indicible, avec les armes qu'il avait. Des mots, des sons, des silences. Serge Gainsbourg nous a légué une œuvre aussi dérangeante que magnifique, aussi excessive que lucide. Il a offert à la chanson française ses plus belles audaces. Et il nous a rappelé, sans le vouloir, que le talent ne protège de rien, ni du mal,
être, ni de la solitude, ni de l'oubli. Alors aujourd'hui, quand on passe devant la maison du 5 bis rue de Verneuil, on ne voit pas un simple lieu. On ressent quelque chose. Une mémoire qui colle au mur, une fragilité inscrite dans la pierre. Il suffit de fermer les yeux pour entendre sa voix, rauque et brûlée, murmurer un dernier vers. Certains adieux sont devenus invisibles jusqu'à ce qu'on les raconte enfin. Le sien en fait partie. Et tant que quelqu'un, quelque part, chantera ces mots, Serge Gainsbourg ne sera jamais tout à fait parti.